يما الحب يجني على الباب يما طلعوا يهفونا lorsque des crimes contre l'humanité sont commis. François Hollande, le 16 décembre 2013, aux obsèques des 2 soldats français morts en Centrafrique. Le 21 août, dans la Ghouta, gazer 126 enfants à l'arme chimique a été jugé inacceptable par la communauté internationale et les dirigeants des grandes puissances. Mais aujourd'hui, continuer à les massacrer en jetant d'avions des barils, de TNT, comme le vendredi 13 décembre sur Alep, en entraînant la mort d'au moins 76 personnes, dont 28 enfants, ne semble pas soulever l'indignation de ces mêmes dirigeants des grandes puissances. Avant l'hypothétique Genève 2, mauvaise conscience, aveuglement, surdité sont devenus leur posture commune. En France, le silence de la plupart des organisations politiques et d'une bonne partie des médias est tout aussi affligeant. Les faiseurs d'opinion se font complices par leur discrétion d'un mur de honte et de lâcheté qui est en train de s'ériger autour du peuple syrien. Il est vrai que pour les dirigeants des grandes puissances qui font de la défense des droits de l'homme le credo de leur gouvernance démocratique, se retrouver le 22 janvier à Montreux à la même table que les représentants d'un criminel de guerre et d'un criminel contre l'humanité qui a gazé son peuple n'est guère reluisant. Aussi nous leur disons, croyez-vous vraiment, comme vous semblez le penser, que les milliers d'enfants syriens martyrs puissent être passés par pertes et profits? Puissants, vous avez les cartes en main pour écrire l'épilogue de la tragédie syrienne. Vous l'écrirez soit dans le registre de la lâcheté et du déshonneur, soit en imposant des conditions qui seront le sillon pour parvenir à une paix qui donnera au peuple syrien un avenir démocratique sans tyrannie ni obscurantisme. Mais, amis syriens, sachez que par respect envers tous les Syriens en lutte depuis 43 ans contre la barbarie et en hommage à tous ces enfants martyrs, nous ne baisserons jamais la garde. Ni pardon, ni oubli pour tous ceux qui contribuent directement ou indirectement au calvaire de votre peuple. Voilà. Merci. Alors, il y a quelqu'un qui travaille beaucoup aussi en Syrie, en zone libre, pour aider les Syriens, c'est le docteur Raphaël Pitti. Il n'était pas là parce qu'aujourd'hui il est à Metz et il fait une formation de médecins qui vont aller sur le terrain pour aider le peuple syrien. Mais il a souhaité nous envoyer un message qui va vous être lu. Catherine. Silence, on tue en Syrie. J'ai fait 6 voyages en Syrie depuis octobre 2012. Je suis rentrée voici 3 semaines. Avec mes collègues médecins de l'Union des organisations médicales syriennes, nous mettons en place des formations à la prise en charge des blessés et traumatisés de guerre et à la prise en charge des victimes chimiques. 6 voyages qui nous confrontent à chaque fois et de plus en plus durement à l'horreur de la guerre. D'une guerre aveugle, d'une guerre urbaine qui prend en otage les populations civiles et les massacre par tout type d'armes. Bombes, missiles balistiques, obus chimiques, mortiers, grenades, armes automatiques, snipers,
qui vont jusqu'à viser l'enfant dans les bras de sa mère, l'homme blessé à la jambe et que personne ne peut approcher sans risquer de se faire tuer et qui au matin sera mort de froid. Des gens par millions jetés sur les routes pour fuir les zones de combat et qui finissent dans des camps le long des frontières qui leur sont fermées. Et ils vivent là, dans la précarité, le froid et la maladie, la malnutrition. S'ajoute une catastrophe sanitaire de grande ampleur. C'est dans les hôpitaux, pour la plupart clandestins, pour éviter d'être repérés et détruits, que se concentre la souffrance, les cris de douleur et la mort. C'est là que s'écoutent les histoires vécues, effrayantes, d'une violence barbare. Qui peut rester indifférent et ne pas se sentir interpellé au plus profond de lui-même? Et chaque voyage est en cela une descente dans l'horreur dont il faut bien du temps pour s'en remettre. Je dénonce le silence devant les 5000 morts qui chaque mois s'ajoutent aux milliers d'autres depuis 3 ans, aux 600 000 victimes handicapées, aux millions de réfugiés qui vivent dans la précarité, de ceux qui sont assiégés et que la faim tenaille. Je dénonce le silence d'un massacre à huis clos en interdisant aux ONG de travailler en Syrie, alors que toute l'aide internationale est remise au Croissant Rouge syrien, contrôlé par le régime. L'interdiction faite aux journalistes de venir travailler en Syrie sous peine d'être enlevés ou tués. Mais aujourd'hui, même les médecins étrangers risquent leur vie car ils peuvent être des témoins. C'est une chape qui depuis plusieurs mois se referme sur la Syrie. Je dénonce le silence complice de la communauté internationale et du Conseil de sécurité paralysé par la Russie et la Chine, nous renvoyant aux heures sombres de la guerre froide. Ils sont incapables de trouver une solution politique à ce conflit et encore moins d'imposer des solutions humanitaires comme des corridors ou des zones de non-survol aérien. C'est pourquoi je dénonce également le prix Nobel de la paix décerné par anticipation au président des États-Unis. Nous ne pouvons accepter de rentrer dans le XXIe siècle entachés des mêmes crimes que nous avons vus se perpétrer au cours du XXe siècle. Allons-nous offrir aux générations futures l'exemple de notre lâcheté criminelle? À tous les gens de bien, je leur demande de se lever et au silence d'opposer notre indignation et de notre humaine solidarité avec le peuple syrien en criant « Stop !» Merci à Raphaël Pitti de ces mots forts qu'il a pu nous donner. Maintenant, je vais passer la parole à Monseigneur Gaillot, qui est là. Monseigneur Gaillot, depuis mars 2011, est à côté de nous. Il est à côté du collectif Urgence Solidarité Syrie. Monseigneur. Les enfants sont toujours les oubliés des guerres et ils subissent les conséquences dramatiques de la guerre. Tout ce qui touche les enfants nous touche. Il y a ici la fontaine des innocents, mais il y a aussi, avec tous les noms qui sont inscrits de ces enfants, il y a le massacre des innocents. Il y a eu dans l'histoire d'autres massacres des enfants. Il y a aujourd'hui le massacre des innocents. Nous avons vu les visages d'enfants dans des camps de réfugiés, ces enfants qui manquent de nourriture, d'eau, qui ont froid, qui n'ont pas d'espoir. Nous avons nous mobilisé pour eux à l'occasion de Noël. À Noël, dans notre pays et dans les familles, les enfants sont rois. C'est une occasion pour penser aux enfants qui sont dans ces camps de réfugiés et de mobiliser les responsables de notre pays pour qu'en urgence, on aille
vers ces enfants qui font partie de la famille humaine. La solidarité, c'est l'avenir. Je pense que ce que nous faisons maintenant, ça fera quelque chose pour ces enfants. Ami Marcel Bozonnet de vous dire quelques mots. C'est l'appel d'Avignon. Marcel Bozonnet, avec l'appel d'Avignon depuis le début, est engagé avec la lutte du peuple syrien. Auprès de la fontaine des innocents, où nos pensées vont vers les enfants morts de Syrie, vers les 11 420 enfants qui ont été tués par des armes explosives, qui sont morts sous la torture, qui ont été abattus par des snipers, qui ont été exécutés, qui ont été gazés. Au moment où nos pensées vont vers les enfants morts de Syrie, sans fin, nous parvient le récit de nouvelles épouvantables. Le récit de centaines de réfugiés, en ce moment même, luttant contre la pluie et la neige, dans les tentes et les abris de fortune. Le récit, dans ce temps interminable, de la fuite de millions de personnes déplacées à l'intérieur de la Syrie, ou se dirigeant vers les frontières, foule massive sur les routes qui gagnent les pays voisins, la Turquie, le Liban, la Jordanie, l'Irak, familles, femmes, enfants, leurs maisons dans un baluchon. Sans fin nous parvient le récit de ce déluge de feu et hier de ces barils bourrés de TNT que les hélicoptères lâchent sur les quartiers des insurgés. Sans fin nous parvient le récit des écoles visées, des arrêts de bus visés, le récit des raids aériens quotidiens semant la mort, la désolation, la terreur. Sans fin, le récit des malheureux sortis des centres de torture, le récit des quartiers affamés, le récit que l'on mange des rats, le récit sans fin de la volonté de punir, de l'acharnement à se venger sur les innocents, le récit de la folie meurtrière, le récit d'une population suppliciée par les siens. 120 000 morts, des blessés par centaines de milliers, des milliers de personnes dans les prisons et les centres de torture, 80 médecins tués parce qu'ils soignaient, 700 médecins disparus parce qu'ils soignaient, 110 acteurs de l'information tués, plus de 60 détenus, retenus en otage ou disparus, on l'a dit, 6 millions de personnes déplacées. Ces récits-là, ces chiffres, la communauté internationale, l'Europe ne les entend pas, ne les a pas entendus, et les extrémistes en masse ont pénétré la rébellion, armés et puissamment soutenus. Ils ont pénétré les zones libérées, et s'ils viennent en aide à la population, le plus souvent, c'est en combattant les libertés et la société civile. Les premiers adversaires des extrémistes sont les activistes laïcs. L'activité démocratique peut en être paralysée. Les djihadistes pratiquent les enlèvements et la torture, et les résistants peuvent être contraints à la fuite dans les pays limitrophes. La connivence est avérée entre les djihadistes fanatiques et le régime. Le récit de l'escalade de la terreur nous parvient à l'approche des négociations de Genève. Et pourtant, dans les zones libérées, dans les quartiers libérés que le pouvoir affame, la population ne cède pas, la population résiste et est organisée, la population continue de combattre pour la liberté. À l'heure actuelle, le gouvernement syrien reste le seul canal de distribution de l'aide humanitaire internationale. Nous demandons à l'Europe, à la France, aux collectivités territoriales de prendre en urgence l'initiative de convois humanitaires aériens et terrestres pour acheminer à la frontière de la Turquie et de la Syrie, à la frontière du Liban et de la Syrie, des médicaments, des blocs opératoires, des hôpitaux de fortune, des vivres. Nous demandons à l'Europe, à la France, aux collectivités territoriales de venir en aide aux populations réfugiées en Turquie, au Liban, en Jordanie, en fournissant des stocks de nourriture et de médicaments, en fournissant des tentes hivernales et des couvertures, en soutenant la poursuite de l'éducation des enfants.
Nous demandons à la France de réclamer sans relâche, pour que cesse le bombardement des populations civiles, l'établissement d'une zone d'exclusion aérienne au-dessus de la Syrie. Enfin, nous demandons que les poursuites pour les crimes de guerre et pour crimes contre l'humanité soient engagées. Je citerai pour finir, au nom de l'appel d'Avignon, Jacques Ralit et Emmanuel Vallon ne pouvant être présents vous saluent fraternellement. Je citerai cette parole d'une petite fille syrienne. Nous sommes vivants et nous restons. Et la connaissance restera. Le régime détruit les écoles, mais il ne détruira pas l'humain. Qui est parmi nous, de nous donner quelques mots. Où est-elle? Ouais, elle est là. Edith. Ah, toujours, bien fait. Merci beaucoup vraiment d'être à nos côtés. Merci. Moi, je voulais vous raconter, j'ai été blessée il y a 1 an et demi en Syrie et je suis toujours en contact avec mon médecin et on s'écrit à peu près 1 fois par semaine quand il arrive à avoir une connexion, quand il arrive à avoir assez le moral pour pas pleurer, parce que j'avoue que c'est trop dur pour moi de l'entendre pleurer. D'abord d'entendre les bombes derrière lui et puis de l'entendre pleurer en me disant qu'il n'a plus rien pour soigner. Qu'aujourd'hui, l'aide humanitaire ne parvient plus dans les zones rebelles, n'est jamais vraiment parvenue, mais ce que les humanitaires arrivaient à faire passer en douce ne rentre plus dans certains quartiers, ne rentre plus. Là, il est, un d'eux est à Yabroud. Mais Yabroud, c'est une des villes qui est aujourd'hui encerclée par le régime, qui est à la frontière avec le Liban, qui est sous le feu du régime depuis plusieurs mois pour essayer de tenir l'axe entre Damas et Homs. Et tous les jours, il essaye de soigner, il n'y a plus rien pour soigner. Il soigne avec ce qu'il a, avec les moyens du bord, pas forcément avec de l'électricité. J'essaye même pas trop de savoir comment il se débrouille pour les endormir, mais je pense que ça devient de plus en plus difficile. Et puis l'autre jour, il m'a dit qu'il était un boucher. Il n'est plus chirurgien, il est un boucher parce qu'il ne le soigne plus, parce qu'il tue, parce qu'il ampute, parce qu'il coupe, et qu'il n'est plus capable d'aider. Et que le plus dur pour lui, il vient d'avoir un petit bébé, là, qui a 6 mois, et que le plus dur, c'est les enfants. Et moi, quand je l'ai rencontré à l'hôpital, je l'avais trouvé grandiose parce qu'il avait trouvé 2 verres en plastique sur lesquels il avait dessiné 2 yeux et une bouche, et il les faisait jouer. Ça vous paraît rien, mais c'est énorme dans une ville de Homs, encerclée, bombardée, d'essayer de garder un peu le sourire à ses enfants. Et aujourd'hui, ces enfants meurent sous ses yeux, il n'est plus capable de rien faire. Il y a des enfants qui sont morts de faim, il ne sait plus quoi faire pour les aider. Et pour eux, j'aimerais que vous y pensiez encore, dans ces jours de fête, dans ces jours, même si on ne peut pas s'empêcher de vivre, il faut qu'ils soient au creux de nous quelque part, parce qu'ils pensent encore à nous, eux, et qu'on peut changer quelque chose pour eux. Merci.